Du fabuleux Johan Krakol. Ouais. Salut, je m'appelle Aurel, j'ai 38 ans, je suis journaliste et j'ai été invité par Johan dans son podcast. Et on se retrouve là tout de suite pour l'épisode de Rencontre avec. Johan Krakol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Aurel. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec, le podcast qui part à la rencontre de ces gens qui façonnent la culture en Suisse romande. J'aime bien la tête que tu me fais en disant ça, en mode Mais pourquoi tu m'as invité? Je façonne pas la culture, Johan, tu t'es trompé. Bon, tu es journaliste et podcasteur à la RTS, podcasteur on peut le dire aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis on te voit dans les petites capsules, si vous regardez l'émission 52 minutes sur RTS1, c'est toi qui présente le ou la vraie invité, Mhm, c'est juste. c'est vrai. Et puis tu as également fait 3 saisons d'un podcast qui s'appelle Au départ Voyage au Gouinistan et qui est devenu pour la saison 2 Destination Vieillistan. Ouais. Et pour finir en beauté, pour la saison 3, Le Royaume des Axes avec ta chérie Christine Gonzalez qui est étrangement et également journaliste à la RTS. Ouais. On C'est fait juste. tout. Non, c'est vrai. C'est un peu un hasard, mais effectivement, on est les deux journalistes, donc à force, on s'est dit tiens, bossons ensemble pour rigoler. Et ça fait très longtemps qu'on rigole. Ça fait 4 ans qu'on rigole bien. Et puis est-ce que le canapé est assez confortable pour parler? Celui-là? Oui. Mais moi, je suis pas très canapé, quoi. C'est pas très canapé? Non, je suis plutôt chaise. Mais ça va aller. Je vais tenir. C'est quoi, 1 heure? Ouais, environ 1 heure. Ouais, je vais tenir 1 heure. C'est bon, tu vas survivre. Ouais. Puis comment est-ce que tu te présenterais sans dire que tu es journaliste à la RTS? Ben, je suis une personne queer de 38 ans, d'origine jurassienne, qui a vécu dans pas mal d'endroits en Suisse romande et au Québec, qui aime faire du théâtre, de la radio et nager dans le lac. Et puis si je te dis il était une fois une rupture, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Il était une fois une rupture, Oui. Le Royaume des Ex. Voilà, Hein, c'est ça, c'est bien. Ouais, c'est notre dernier, il est sorti il y a quand même 1 an, mais notre dernière série de podcasts avec Christine s'appelle Le Royaume des Ex, effectivement. Et puis l'idée de cette série, c'était de se dire, bon, on entend beaucoup dans les podcasts des ruptures tragiques, des ex qu'on considère comme toxiques, enfin des histoires assez affreuses de rupture. Et on s'est dit, tiens, peut-être il y en a des cool dans le tas, des chouettes. Et... Justement, c'est ça que je me suis dit. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie bonne rupture en fait? Et puis c'est un peu ce que vous essayez d'approfondir comme sujet durant toute cette dernière saison. Oui, en tout cas, on peut se dire que on peut rompre de plein de manières et on peut aussi travailler le fait de le faire de la manière la plus constructive possible. Après, c'est pas toujours possible et voilà, il se passe quand même des trucs affreux dans les liens qui cessent. Hein. Ça, c'est pas, on n'essaie pas d'être angélique, mais disons, il y a des gens qui bossent là-dessus et nous, on a fait aussi le travail pendant le podcast d'aller voir une avocate et de mettre un peu sur papier comment ça se passerait si on devait rompre. Et c'est assez intéressant de le faire parce que moi ça m'a calmé à bien des endroits où j'étais un peu effrayé de cette éventuelle rupture, puis en se disant tiens, en fait on peut rester en lien autrement qu'en étant en couple amoureux, et on peut garder quand même une certaine amitié ou ouais, un lien même d'amour, sauf qu'il n'est pas romantique, quoi. Et ça c'est assez intéressant. Et je crois que les gens nous avaient précédés parce qu'on a trouvé pas mal de gens qui avaient déjà bien rompu, disons, et qui nous racontaient des histoires assez folles de gens qui habitent ensemble, qui achètent des maisons ensemble. Alors C'est qu'ils juste, sont oui, plus puis après en ensemble. fait ils ont un peu cloisonné des murs, c'est ce que vous avez un peu expliqué dans un épisode où il y Ouais. avait un couple qui avait cloisonné des murs et puis en fait ils habitent toujours techniquement dans la même maison, mais à 2 endroits différents. C'est Ouais, ça? exactement, ils ont cloisonné. Ils ont commencé par cloisonner un peu des murs, puisqu'ils avaient un enfant en commun, etc., et qu'ils voulaient garder, et qu'ils voulaient les deux habiter avec leur enfant, en fait, cette partie-là. Et puis, finalement, ils ont pété les murs, parce qu'ils aiment bien vivre ensemble, et donc, il y a des histoires qui sont vraiment surprenantes, et je trouve qu'ils font du bien dans un paysage où on entend plutôt des histoires affreuses de ruptures tragiques. Parce que justement, c'est quoi une bonne rupture pour toi? Si je te retourne la question, vu que vous avez approfondi le sujet... Bah, moi, une bonne rupture, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai eu des relations qui se sont terminées, c'est essayer de trouver du sens à ce qui s'est passé, de se dire que on était ensemble, on était bien, qu'on l'était moins, et que on peut transformer un lien en un lien professionnel ou d'amitié ou
voilà, il y a plein de sortes de suites de liens possibles. Il y a aussi la possibilité de plus trop se voir et de quand même être heureux pour l'autre et penser à l'autre dans des... Enfin, moi, ce qui me terrorise dans les ruptures, c'est quand on passe du temps et de l'énergie à être fâché, en fait. Au bout de 5 ou 10 ans, je trouve que ça a plus beaucoup d'intérêt d'être fâché. Donc voilà, moi, je dirais une bonne rupture, c'est celle où on n'est plus fâché. Et puis justement, pour moi, en fait, le premier, quand on parle des axes, c'est vraiment le truc où en fait on tourne la page. Et puis en fait on fait un peu table rase. Tu fais ça toi? Des fois oui quand même. Ouais. Et puis justement c'est un peu ce que vous essayez de prouver, un peu le contraire en fait, en mettant en lumière un peu ce délire là, je pense, non? Ouais, en tout cas, moi disons, je pars même du principe que si je suis un amoureux pas trop mauvais aujourd'hui en 2025, en tout cas j'ai l'impression que Christine aime bien être avec moi, ben c'est aussi parce que j'ai eu des histoires avant qui m'ont construit et qui m'ont aidé et qui m'ont appris des choses. Et en fait de se rendre compte de ça, voilà, ces 3 ans entre 21 et 25 ans avec qui on vit une histoire avec quelqu'un, ça se passe bien, ça se passe moins bien, etc. Mais en fait, ça va nous construire. Ça va. Il y a des choses qui se sont consolidées dans ma manière de voir les liens amoureux. Et ça, je le dois aux personnes avec qui j'ai traversé quelques années. Donc, en fait, en vrai, d'abord, je suis reconnaissant. Après, évidemment qu'il y a des blessures, évidemment que voilà, on n'essaie pas de. Puis surtout, le podcast, il est aucunement. Il essaie pas de créer des nouvelles injonctions. Je veux dire, on en a assez. Comme quoi, il faudrait absolument être bien avec ses ex, sinon on a raté sa. Non, sa mais vie je pense que c'était plus une mise en lumière quand j'avais écouté. Tu vois, c'était plus en mode, on peut aussi documenter. Après, je pense que tu as ce côté journalistique où tu dois documenter en fait ce qui se passe. Ouais. Sans essayer de faire passer un message non plus. Non, en fait. on n'essaie pas de faire passer un message. Après, dans cette saison-là, on s'est un peu amusé parce qu'un des rêves de Christine, c'était toujours de faire de la radio-réalité, donc de mettre des gens un peu, voilà, le pendant radiophonique de la télé-réalité. Donc, on a mis des gens qui s'étaient plus vus depuis longtemps, des ex qui avaient pas résolu tous leurs problèmes, ou des ex qui étaient en train de se séparer, qui voulaient le faire bien. Et on les a un peu enfermés dans une pièce qui ressemble un peu à ta pièce ici, un peu ici ouais. Avec un miroir sans teint. On les a observés, on les a guidés dans des conversations et c'était hyper intéressant de voir aussi une autre forme finalement dans le podcast, puisque le podcast ça peut être plein de choses, ça peut être ce qu'on fait maintenant, mais ça peut être des aventures, ça peut être du reportage. C'est ça, et ça qui est bien en fait avec le podcast, c'est que t'as tellement de possibilités différentes, puis en fait tu t'en fous un peu du format, enfin je dis ça entre guillemets. Ouais, et puis bon, pour beaucoup on n'invente rien du tout, on reprend ce que la radio faisait avant ou ce que YouTube a fait, enfin c'est un mélange de tout ce qu'on connaît et ce qu'on a connu, mais là nous on s'est bien amusé à les enfermer et puis à jouer avec eux de manière consentie. C'était super. Et puis on va remettre un peu le contexte. Vous avez fait 3 saisons qui documentent justement les réalités d'être queer en Suisse romande, c'est juste, et avec des témoignages de personnes externes. Et puis je trouve qu'il y a un peu ce côté autobiographie de 2 journalistes ouais. à l'époque, qui étaient lesbiennes à l'époque, je tiens à préciser, et qui bossent dans la même boîte qui était à la RTS, qui est toujours à la RTS et qui habitent ensemble aussi. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait aussi une prise de risque de se dire est-ce qu'on doit s'exposer comme ça en public, ou vous n'avez pas trop eu cette crainte-là quand vous avez défendu le projet? Ben oui, on l'a eu, et puis au tout départ, on a proposé ce projet à la RTS, mais on pensait peut-être qu'il allait pas forcément être produit là, parce que c'était quand même, on avait déjà le titre, on disait bon, ça sera Voyage au Guinistan, puis on se disait bon, rien que le titre va peut-être pas passer. Puis en fait, si, il y avait aussi une vraie demande à ce qu'on parle de ces choses-là, parce qu'on en parle assez peu, en tout cas, contrairement à ce qu'on pense, on en parle assez peu sur le service public. Et puis de manière incarnée, je pense que ça ajoutait quelque chose. Mais c'était quoi ta question? Attends. En fait, c'était plus, est-ce que vous avez peur d'être exposé, en fait, d'exposer vraiment trop votre vie privée à toi et à Christine, surtout. On réfléchit beaucoup à ces choses-là. Okay. C'est-à-dire qu'il y a rarement des choses. Typiquement, dans la première saison, je vais retrouver mon oncle avec qui on avait eu des discussions houleuses à l'époque de mon coming out, donc mon coming out lesbien quand j'avais 21 ans. Et puis je vais le retrouver pour essayer de retisser un lien sur ces questions, etc. Et ça, c'est confrontant parce que ça met en jeu toute une famille, ça met en jeu sa sœur qui est ma mère, etc. Enfin, tout ça. Et évidemment, on hésite. Non seulement on hésite, mais en plus on réfléchit à ce que ça pourrait amener comme souci. Et puis on est aussi soutenu et encadré. Véronique Marty qui a produit toute nos séries de podcasts.
voilà, elle venait me voir en disant est-ce que t'es sûre, enfin elle aussi son rôle c'est de réencadrer encore pour côté être RTS, sûr qu'elle réencadre le truc pour être sûr que... pour être sûr que moi j'y perde pas des plumes en fait, surtout parce que le risque c'est aussi ça, c'est que des fois on a envie d'ouvrir, des fois dans les questions intimes on a envie d'ouvrir les portes pour dire regardez comment ça se passe chez nous et regardez comment c'est pas toujours simple. Mais en fait, ça peut être un backlash énorme et ça peut être utilisé par... donc voilà, il faut bien réfléchir à ce qu'on ouvre comme porte. Et il y a des portes... je dis souvent ça, mais il y a des portes que Christine et moi, on a décidé de ne pas ouvrir, en fait, parce que c'était pas possible, que c'était trop douloureux. Typiquement, mon oncle qu'on va voir, c'est pas du tout la pire personne de ma famille. C'est quelqu'un avec qui il y avait un lien possible de reconstruction. Mais il y a des gens qui ont été pires et auxquels je pouvais pas m'exposer. C'était trop douloureux, en fait. Donc voilà, on réfléchit. Vraiment, chaque truc est réfléchi, et longtemps, souvent. Bah ça se ressent en fait, tu vois, quand on écoute le podcast, on sent qu'il y a vraiment aussi ce côté de vécu, mais en même temps, vous avez encore ce côté de journaliste, vous essayez de documenter un peu plus la chose. Peut-être si tu arriverais à résumer le podcast pour ceux et ceux qui n'ont pas écouté, ce qui est une grave erreur. Bah oui, grave erreur. Ouais. Non, le podcast, la première saison s'appelle Voyage au Gouinistan, ça raconte justement la réalité des lesbiennes en Suisse romande. C'est un espèce de guide de voyage, disons, dans un pays qui est le Gouinistan roman. Les lesbiennes aussi, par cumul des discriminations, sont des gens qui s'exposent peu, même dans les communautés queer, parce que femmes, parce que lesbiennes, etc. Donc il y a un petit côté un peu caché parfois à ce monde-là, et nous, ça nous intéressait d'ouvrir plein de portes, et évidemment, on n'y va pas seul, hein. On a toujours une ligne rouge, comme ça, un fil rouge avec Christine et moi qui racontons des trucs, mais on va voir énormément de gens. Nos amis sont dans tous les podcasts, en fait. Il y a toujours nos amis, notre groupe d'amis qui apparaît à un moment donné. Et on prend les gens avec nous, ça c'est le but, pour les emmener à la rencontre d'un pays incroyable. Et puis est-ce qu'il y a un moment de ces 3 saisons qui t'avait particulièrement marqué ? Il y en a pas mal. J'ai un moment marquant, effectivement, quand je me retrouve à la porte de l'évêché à Fribourg et que je dois aller confronter Monsieur Morero, donc évêque de Vaud-Genève-Fribourg. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais qu'est-ce que je fous là? On avait décidé de faire un podcast sur les lesbiennes et je me retrouve à la porte de l'évêché, évidemment pour le confronter sur la manière dont les couples homosexuels ne sont pas bénis ou ne peuvent pas se marier à l'église, enfin tout ça. Mais ouais, ça fait partie des moments où on se dit c'est peut-être pas ça que j'avais imaginé à la base. Et puis comme je vous racontais avant, le moment où je suis retourné voir mon oncle, j'enregistre sur le chemin mes sentiments et effectivement j'ai un petit peu peur. D'ailleurs, ce qui a un petit peu vexé mon oncle, pas tellement l'interview en soi, mais que je dise dans le podcast que j'avais peur, en fait. Ça lui a pas... Quand t'étais anxieuse à l'époque, je tiens à préciser, à l'époque anxieuse. Non, mais tu peux dire anxieux, c'est ok. Disons que, pour faire plus simple, moi je parle de moi toujours au masculin. Hein, oui, justement, tu peux faire pareil. Mais par contre, c'est un peu difficile parce que tu dois dire tu étais lesbien. Donc, évidemment qu'il y a des... Mais disons que par... On va en parler un peu plus. Je t'en parlerai, mais si je peux déjà te dire que moi j'ai toujours été un garçon, quoi. C'est juste que ça m'a pris 38 ans pour le vivre. Mais du coup, quand je suis devant chez mon oncle, je suis déjà un garçon, donc tu peux dire il. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous mettez aussi en avant que tous les aspects d'une vie quasiment normale, même si on est lesbienne, même si on est gay, même si on est bi, même si on est transsexuel, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, la vie, elle change pas grand-chose, en fait, si on... Ouais, deuxième alerte transsexuel, mais ça on peut la refaire si tu veux, mais transsexuel, mot à bannir. Non, mais le transsexuel, c'est un vrai... je reviens à ta question, mais tu me permets de... Bien sûr. J'ai entendu ça encore hier à la télé et j'étais là, transsexuel. Transsexuel, ça te remet à un objet sexuel, un outil sexuel, enfin, ça te remet à ce que tu as dans le slip. Et en fait, le genre est tellement plus comme construction sociale que... Transgenre, alors plutôt, il faudrait dire. Ouais, évidemment. C'est le nom qui est vraiment largement apprécié par la communauté parce qu'il fait référence à ce qui est construit, le genre est construit, tu vois. Voilà, toi, Johan, t'es pas né avec ce pantalon bleu qui fait très masculin. C'est quelque chose que tu construis, le genre et la coupe et tout. Voilà. Et voilà, je préfère le mot transgenre. Mais reprends. La parenthèse qu'Aurel a voulu faire, c'était bien. Mais justement, est-ce que la vie, elle est vraiment totalement normale? Puis c'est un peu ce que vous essayez de documenter là-dedans, en fait. Enfin, elle est normale et puis elle est normale et puis elle est un peu entravée. C'est-à-dire qu'elle est normale pour nous.
nous, on est normaux, tu vois. Non, mais je veux dire, évidemment qu'on est normaux et normal. C'est-à-dire qu'on essaie de vivre, de répondre à nos envies, à nos besoins d'amour, de créer des familles, de créer des luttes et de pouvoir exister, d'avoir accès au même boulot, etc. Évidemment. Et en ça, c'est normal. Après, parfois, c'est entravé. Parfois, c'est compliqué d'être une femme trans en Suisse. C'est compliqué. D'être un couple lesbien, c'est compliqué. C'est pas... En tout cas, on nous simplifie rarement la tâche, quoi. Puis je tiens à le dire publiquement que ce podcast m'avait beaucoup inspiré parce que j'avais fait toute une recherche. Je l'enverrai. Ah ouais, cool. Comment agir contre l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire. Ah, mais super. Et puis j'avais mis en référence tout à la fin Play RTS, voyage au Guinistan de Relikvita et Christine Gonzalez. Je l'enverrai le PDF par mail, promis. Ouais, un lien dans la bibliographie, ça c'est cool. C'est bien, oui, justement parce qu'il y a aussi ce côté-là où aussi moi je me reconnais dedans parce que je fais aussi partie de la communauté. Enfin, c'est la première fois que j'en parle. Et voilà, parenthèse faite. Cool. Et puis que en fait. Bienvenue dans la commu. Bienvenue dans la commu, oui, merci. Et puis justement, je trouve que c'est une excellente émission pour se donner aussi une meilleure idée de ce que c'est. Mm-hmm. Enfin, tu vois, s'il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas ce côté-là, on joue vraiment qu'avec des stéréotypes, il n'y a pas ce côté-là non plus où il n'y a qu'un seul aspect qui met en avant, mais il y a vraiment toute une globalité. On a vraiment travaillé comme ça, c'est-à-dire que pour nous, le but, c'était que quelqu'un qui ait quelque chose à voir avec la commu. C'est assez compliqué d'ailleurs, c'était un petit peu un jeu d'équilibriste parce qu'on voulait que les lesbiennes qui connaissent déjà qui sont les lesbiennes soient quand même embarquées dans le projet et puis que quelqu'un qui s'intéresse à nous, à notre podcast juste parce que il a envie d'ouvrir l'esprit mais qu'en fait il a personne de trop queer autour de lui mais que peut-être il se dit tiens ma fille ou mon fils il sera peut-être queer une fois, j'aimerais bien savoir ce que c'est, etc. Et qu'on puisse aussi parler à cette personne-là qui n'a jamais foutu un pied dans le milieu en fait. Et cet équilibre-là, il est hyper intéressant et ça fait pour moi de cet objet un objet service public. Parce qu'on a eu beaucoup de retours, on a eu énormément de retours sur les saisons, des centaines et des centaines de mails et pas que des mails des personnes de la communauté queer en général, mais aussi beaucoup de mails d'hétéros cisgenres qui s'intéressaient à nous et qui disaient ah ouais c'est trop cool, ça me donne des outils, ma nièce, ma fille, tout ça, peut-être qu'un jour ça arrivera et j'aurai des outils. Donc voilà, c'est aussi ça crée aussi des outils pour... Bon après, je me suis un peu basé sur ce qui s'est passé sur Spotify par rapport aux 3 saisons que vous avez fait. Puis justement, il y a énormément de commentaires en disant ça m'a aidé à faire mon coming out, ça m'a aidé à en parler à ma famille, ça m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais. Ben oui, puis on recevait beaucoup de messages qui n'étaient pas des messages en 3 lignes, c'était des messages en 2 pages. Oui. Et on a été, par exemple, il y a des gens beaucoup d'ailleurs qui nous ont fait leur coming out en premier, c'est-à-dire qu'on était les premières personnes à qui elle ou il en parlait et on se disait waouh, ok, bon, donc tout ça pour dire qu'on répondait, évidemment ça nous a pris beaucoup de temps et c'était super intéressant d'avoir ce lien-là avec les auditeurs et les auditrices pour dire ok, je t'ai entendu, tu peux faire ci, tu peux faire ça, il y a ces assos, etc. Je reçois ta parole, mais on n'est pas non plus habitué comme journaliste à faire des relations en direct. Pour ça, le podcast est super aussi comme forme parce que généralement on était écouté par des gens qui avaient choisi de nous écouter, contrairement au broadcast où on peut des fois arriver broadcast un peu plus par radio TV, diffuser en direct où on peut peut-être arriver des fois par hasard sur les contenus. Là ils avaient choisi de nous écouter, il fallait faire tout l'épisode pour avoir accès à l'adresse mail, donc en fait on avait du contenu hyper quali dans les retours, quoi, des retours vraiment construits. Et ça, c'est une chance. On s'est jamais, je crois, senti aussi proche des auditeurs et des auditrices que sur ce petit podcast sur Spotify. Et quand on fait des événements en lien avec, on a fait plusieurs événements en lien avec le podcast, des écoutes publiques et tout, il y a plein de gens qui viennent et ils sont vraiment, genre, c'est une il y a une petite communauté qui s'est créée autour des podcasts et qui, vraiment, c'est des, je sais pas, ils sont ouf ces gens, quoi. Et puis est-ce que vous attendez, parce que je dis vous, parce qu'il y a aussi Christine dans l'histoire, même si elle est pas là, mais elle est pas là, toujours avec moi. Mais est-ce que justement, est-ce que vous attendez un tel retour de la part du public, ou c'était un peu une grosse surprise quand vous avez vu les premiers messages, les premières réactions, quand vous avez vu le public aussi en vrai? Ouais, tu t'y attends jamais trop. T'espères, tu sais, quand tu lances un podcast qui est nouveau, qui parle des lesbiennes en Suisse romande, t'espères juste pas te faire laminer au 2e épisode par un public. On avait peur, on avait aussi peur
peur, c'est un grand mot, mais on se disait peut-être que ça va aussi vexer le milieu, qu'on fasse... C'est assez compliqué, comme je te disais avant, de cibler en même temps monsieur, madame qui n'ont rien à voir avec les commus queer et en même temps la commu, tu vois. Donc on se disait peut-être qu'on va être détesté un peu de partout. Et d'ailleurs, on le met dans le podcast au début. On a enregistré ce moment où moi, j'avais hyper peur. Je disais, on va plus nous laisser aller en soirée queer. Mais en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Mais tu peux jamais trop savoir si non, ça va marcher. Non, tu sais jamais à l'avance, Non. en fait. Est-ce que tu penses que la société telle qu'on vit actuellement, elle est hétéronormée ? Oui, elle est hyper hétéronormée. elle est aussi pensée pour les personnes cisgenres et hétéros. C'est-à-dire que c'est très normal, je sais pas, c'est très normal de parler de son conjoint quand on est une femme hétéro ou de sa conjointe quand on est un homme hétéro. C'est très normal d'avoir les photos de famille sur le bureau. C'est un petit peu moins normal d'avoir la photo du couple gay ou lesbien. Tout ça, ça attire un peu plus l'attention. Et oui, elle est pensée, elle est faite, que ce soit pour en termes administratifs, elle est pensée comme ça, c'est clair. Ouais. Et puis, c'est quoi la suite du podcast ? Est-ce qu'il y a une saison 4 qui est prévue ou est-ce que vous avez décidé de repartir sur d'autres projets ? Ou la question un peu piège que je te pose ? Ouais, non, mais je sais pas si... we keep in touch. Non, mais on est en train de manière complètement différente de d'habitude, mais Christine est en train de préparer quelque chose auquel je participe, qui parlera de... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, donc suspense. Ouais. On va garder le suspense. C'est bon. Il faut nous suivre et puis vous saurez. Mais ça va sortir vers janvier. Ça va sortir vers janvier, ouais. Parfait. Justement, les 3 premières saisons du podcast de Christine et d'Aurel, je tiens à préciser, vous pouvez les retrouver sur Play RTS ou bien je mettrai sur Spotify si vous êtes dessus. Vu que maintenant on peut relier un peu les épisodes entre eux, je vais mettre directement les 3 saisons. Trop bien, ouais, merci. Et puis, vu que tu n'as jamais écouté un épisode de Rencontre avec, si on peut vite fait, bien fait. Ouais, à l'arrache, j'ai très mal fait mes devoirs, je suis désolé. Non, il n'y a pas de devoir, c'est ça qui est bien. On va passer au premier jeu que je donne à tous mes invités. Ouais. Et c'est parti avec le quiz musical. C'est l'heure du quiz musical. Qui déchire sa race. En gros, tu vas entendre des voix de synthèse qui vont te dicter de paroles de véritables chansons. Et ton but à toi, c'est de trouver soit l'artiste ou le titre, ou les deux. God, mais je suis tellement nul. Ok, vous allez passer un bon moment, je pense. Hein. Et si jamais, on a eu 2 records de Woman et Man, c'est Thibaut Gosson puis Nathalie Devante avec 5 sur 7 pour cette 4e saison. Puis c'était Yann Lambiad et puis Laura Chenia qui ont fait 6 sur 7 pour la saison 3. Ok, ouais, non, mais... Comme ça, le level est là-bas en haut. Laura Chenia vient dans... C'est une de mes potes. Laura Chenia vient dans ma tête, s'il te plaît. On te fait des gros bisous, Laura, parce que je pense que tu vas regarder l'épisode avec grand intérêt. Est-ce que tu veux... On fait des cœurs, là. Je fais des cœurs, là. Est-ce que tu veux un exemple ou on commence je veux un exemple. Tu veux un exemple? Je veux même les réponses si c'est possible. La cucaracha. La cucaracha. Voilà, c'est bon, t'as compris. Et ça, j'ai un point, par exemple, si je chante comme ça de manière débile. Oui, alors c'est bon, ça c'était l'une des conditions que je vous donne, c'est que vous pouvez chanter aussi. Ah, génial. Merci, ça va peut-être me sauver. Ok. Et donc, justement, sur une échelle de indice, tu mettrais ta culture musicale à combien? 2. Non, c'est vraiment c'est pas le domaine les blind tests en général, je suis nul, mais de manière pathétique. Et ça m'énerve tellement d'être nul que je déteste ça et que généralement je vais faire la vaisselle, quoi. Christine me bat largement, ouais. Et elle me manque en ce moment plus que jamais. Alors c'est parti avec la vraie première chanson. Oh, he could eat that girl for lunch. C'est une chanson anglaise, mais j'ai mis des paroles en français pour rendre ça plus drôle. Be the one, and he could never get enough. He could buy her so much stuff. It's a craving. Je peux pas avoir un point pour la cucaracha, parce que c'est le seul point que j'aurai, tu vois. Justement, je sais. Je vais t'aider. Toi, je le fais comme ça avec le micro, comme ça on va pas m'entendre. Oh, ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Vas-y, Billie Eilish. Ah, bah évidemment. Ah, c'est dur. En plus, tu m'as... Ouais, j'ai jamais écouté les paroles de Billie Eilish, je crois que j'ai jamais écouté. Mais j'aime bien. T'aimes bien Billie Eilish? Ouais. Ça va, ça fait un peu partie des artistes que tu aimes écouter de manière générale. J'aime écouter plein de choses. Et j'écoute plein de choses, c'est juste que je suis nul pour reconnaître des trucs. Baby, I
va partir sur la variété française, mais il y a des années en arrière. On va... Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, Suffocant les sous- rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé. Je reste là, quand soudain, je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre c'est le ses refrain. bras, emporté par la foule Oui, bah qui voilà, nous ouais. traîne, Maintenant, nous je l'ai. entraîne, Mais j'étais pas sûr. Edith écrasés Piaf. l'un contre Emporté voilà par la foule. Merci. Putain. Il était spontané ce putain, je Ouais, crois, ouais. faudra le laisser. Ah. Bon, là, tu me donnes un point quand même. Oui, bah bien sûr. Ok. Même 2. Ah, 2, mais. Merci. Oui, parce que si tu trouves les 2, je te donne 2. Ah, Vu que je suis gentil, tu vois. Ah. Trop bien. Je note ça. J'entends dans la musique les cris, les rires. Edith Piaf, je pense pas que c'est trop... Moi, j'aime bien Edith Piaf, ouais. Ah ouais, Ouais. Ok. Parmi ces gens qui me Mais ouais, tu vois. J'aime bien l'histoire, j'aime bien... Mais en même temps, elle me fout un peu les miquettes, comme on dirait. Tu sais ce que je veux Dans dire? quel sens? Bah, elle a une histoire assez tragique, et puis quand je l'entends chanter, ça me ramène à ça. C'est pas quelque chose qui m'apaise, quoi. C'est quelque chose qui me fout un peu le blues. Qui te tend un Ouais. peu. Qui me fout un peu le blues, en fait. Te fout un peu le blues. Mais j'adore. Non, j'aime. Bon, on va partir en 2020. Ouf. D'une artiste brune. If Okay. you don't wanna see me, did a full 180. Crazy. Thinking. Je crois que vraiment son album il est sorti, je pense, une semaine après le lockdown de tous les pays. Ouais. Et puis, par exemple, c'est quoi son prénom? Je peux te donner la première lettre, ça commence avec un D. Un D. D. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything Non, can franchement, stop me, tu me dis... don't Non, je sais show pas. up. Je sais pas. Je lis pas. Ah. Est-ce qu'on va retomber sur un naufrage? Je ne pense, on verra. Hein. Ah, mais c'est dur ton jeu, franchement. Je sais, c'est le but. Ouais. Est-ce qu'on peut obtenir des points d'une autre manière? Par exemple, je sais pas, en faisant du dessin. En chantant. Ouais. Ah non, mais ça, j'aurais dû dire je viens si tu fais pas de jeux musicaux là, ou m'énerver avec ces jeux Parce que musicaux. en fait, si vous voulez, c'est qu'en off, je lui ai dit, est-ce que t'as écouté un épisode? Elle m'a dit non, j'aimerais bien me laisser Ouais. me surprendre. Ouais. Je me suis. Juste Ouais, avant qu'on pose les micros. ouais bah, je me suis laissé surprendre. Et ça, ce n'est que d'apéro. Bon, c'est parti avec la 4e chanson. Ouais. Oh, yeah. Still don't know what I was waiting for. And my time Je was peux te running dire qu'il a wild. fait une grosse A collab million avec dead Queen. end streets and every time I thought I'd got it made. It Si ça seemed peut the t'aider, taste mais, was not so sweet. So I turned myself to face me. Si je te montre But mon I'd never Spotify, caught a glimpse. tu verras que How the en fait, others must see the faker. I'm j'écoute much que too des fast to podcasts. take that test. Et je le paye, tu vois. Changes. Tu vois, c'est tous mes trucs bref, là, c'est que des podcasts en fait. Donc, C'est que des podcasts. Et j'ai pas de. Bah, en fait, faut que j'écoute de la musique, quoi. C'est ça que tu me dis. Bah, bien sûr, oui, c'est un peu le message. Christine, elle te dit pas ça qu'il faut que tu écoutes de la musique? Non, non, c'est bien écouter des podcasts. Moi, je sais, je fais la cuisine en écoutant Forum. Tu vois ce que c'est Forum? Bah, bien sûr. C'est une émission que tout le monde pensait à la télé, mais avant, c'était à la radio. Oui. Donc, je l'écoute à la radio. Toujours sur RTS première entre 18h et 19h. Ouais. 19h. Exactement. Passage qu'elle est un peu Avec lent. Coraline Pochard, Coraline Claude, Thibaut Chalet, et je les ai dans mes oreilles et je cuisine. Des fois, j'ai l'impression qu'ils vont bouffer à la fin avec moi. Mais tout ça pour dire que bah, tout ce temps-là, tu vois, j'écoute pas les albums de 2020 et je devrais. Vas-y, raconte. David Bowie. Ah. Je pense que allez, si tu trouves vraiment rien d'autre, je vais te donner le suivant des mots. Ok. Vu que, ouais, parce que sinon ça va être un peu cruel. Non, mais écoute, t'as le droit de. T'as le droit, fais-toi plaisir. Ouf. Moi, je suis là, tu sais, je suis en mode montre pas que t'es un mauvais perdant, montre pas que t'es un mauvais perdant. Ah. C'est vraiment, je pense uniquement à ça. D'ailleurs, j'arrive même plus à écouter les paroles. Allez, mets-moi le suivant là, c'est pour David Bowie. Et si on va partir sur une artiste belge. Ouais. Sie sollen elle save comment to la regardice. Elle serait. C'est Angèle qui parle en. C'est vrai? Bah merci, bah tu vois que t'arrives à en trouver. En plus, c'est toujours avec des accents très très bizarres quand t'arrives à trouver les. Oui, bah écoute. Mais Angèle, j'aime bien aussi. C'est avec ta reine.
Donc Angèle, c'est l'une des artistes que tu aimes bien écouter. J'adore. Non, je sais pas. Je peux pas me positionner en fan ni d'Angèle ni d'Edith Piaf, mais j'aime bien. Puis je trouve qu'elle fait du bien dans le paysage. Oui, parce qu'elle fait aussi partie de la communauté. De temps en temps, ouais. C'est ça. Ouais. Je sais pas de quelle manière elle est. Mais en tout cas, oui, elle le fait. Et puis elle a dû se positionner aussi dans l'affaire de son frère qui avait été bien sûr. hautement. On va juste écouter le drop de basse. Voilà, ça c'est mon côté réalisateur qui remonte. Ouais. On va partir aussi à peu près dans 2017-2018, un peu dans les mêmes années qu'Angèle. Cause, baby. Avec une autre artiste blonde qui parle en anglais. Tu me parles vraiment comme un débile, j'adore. Elle est blonde. Je sais, je vais me faire frapper en off, mais ça vous verrez pas. Tu vas le payer, mais tellement cher. Baby, go bad blood. Did you have to dirty? En plus, franchement, oui, je sais, j'imagine que c'est facile pour tout le monde qui écoute ou quoi. Et puis en plus, ils ont accès. Est-ce qu'ils ont accès à ce que j'entends dans l'oreille? Bah bien sûr, oui, bah bien sûr. Ah ouais, du coup, ils peuvent voir que je suis vraiment nul. Ok, ah merde. Vas-y. Ouais, mais pas de regret, parce que franchement, non, pas de regret. Ouais, j'aurais pu te dire si tu pouvais en trouver les deux. Attends, je regarde. Ah merde, mais tu peux descendre comme ça. Attends. Il cache ses réponses. Parce qu'en fait, il sait très très bien que j'ai les réponses sur Bah ouais. Et puis de temps en temps, tu vas aller voir parce que t'es plus. Non, je sais pas. Vas-y. Ça, c'est Taylor Swift avec Kendrick. Ouais, bah ouais. Toi, Taylor Swift, jamais écouté une chanson. Jamais écouté. Non, mais je sais que ça existe, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui. Je sais que il y a des gens qui vont la voir. J'ai les Swifties, comme on les appelle. Ouais. Mais franchement, ouais, je suis désolé. Et j'ai même des potes qui sont fans. Faudrait que je fasse l'effort, mais. Je sais pas, ça me cherche pas, quoi. Non, ça me cherche pas. Bon, on va partir pour la dernière chanson, pour ce dernier moment de torture. Vas-y. Give me your attention, baby. Attention, baby. I got to tell you a little something about yourself. You're wonderful. Mettez fin à ce supplice. Allez, je donne ma langue au chat. Bruno Mars. Ah. Ouais. Là, c'est très bien. Bon, bah, la prochaine fois que j'écoute une chanson, j'écouterai les paroles. J'ai appris ça. C'est bien, comme ça, après, Aurel va m'envoyer un message en mode, mais tu sais, j'ai vraiment écouté toutes les paroles. Ouais, et si tu sors ce quiz musical, mais vraiment, je te brûle. Non, comment dire? Non, pas je te brûle. Je ruine ta réputation dans le milieu de l'audiovisuel. Bah, c'est pas grave, parce que si jamais il y a déjà des porteurs à la RTS qui vont être au courant que. Enfin, qui sont déjà au courant que tu es là. Ah, d'accord. Donc je dois être gentil en plus. Donc, malheureusement, c'est salaud. Oui. Non, mais là, c'était ton bonus pour jeu méchant, mais après, t'arrêtes. Hein. Non, mais non, t'inquiète pas. God. Il y aura une revenge après. Ne sois pas mauvais perdant. Bon, c'est bon, t'as réussi à en trouver 2 sur 7, ce qui est plus ou moins la moyenne en général. C'est vrai. Quand je fais ce quiz, oui. Johan, je suis mauvais perdant. J'en ai eu d'autres aussi et puis qui m'ont frappé aussi en off. Enfin, ça vous ne pouvez pas le savoir. Puis n'hésitez pas à nous dire si vous avez fait mieux qu'Aurel. Ça se passe en n'hésitez description pas de ce à nous podcast. dire que je suis nul. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Et puis on va parler d'une autre facette de toi. Et puis puis je vais te passer un extrait puis on va en parler juste après. Salut. J'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui à toutes et tous. Je m'appelle Aurel, j'ai 38 ans et je suis un homme trans. Je suis en processus de transition depuis quelques mois. J'ai fait mon coming out auprès de mes proches formidables, de mes amis formidables, de ma famille incroyable, de mon amoureuse extraordinaire. J'ai beaucoup de chance, je suis hyper entourée là-dedans. Ça se passe très bien pour moi. C'est pas le cas pour toutes les personnes trans et j'en suis bien conscient. Si je vous le dis à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression que vous suivez mon travail depuis longtemps et que vous serez capable d'entendre cette nouvelle. Ensemble, on sera capable de faire communauté, de créer un peu de douceur autour de la transition, de rendre les transitions possibles, entendues, et faire qu'elles existent, tout simplement. J'ai envie de finir en paraphrasant un de mes humoristes préférés, Lou Trottignon, humoriste trans qui fait rire beaucoup de monde en France et ailleurs, qui dit qu'en gros, pour créer plus de douceur autour de la transition dans un contexte où c'est compliqué de transitionner, c'était pas la meilleure de mes idées de l'année en termes de temporalité et de contexte, il dit que pour rajouter de la douceur, il faut manger des raclettes. Manger des raclettes avec des personnes trans, manger des raclettes avec des personnes queer,
manger des raclettes avec des personnes cis et hétéros si elles sont sympas, à fond. Donc c'est ce que je m'apprête à faire cette année, manger des raclettes et transitionner. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Ciao. Mis à part la raclette, tu aimes quoi? J'adore que tu poses cette question. Attends, je te viens de faire un coming out sur Instagram. Bah bien sûr, non, on va en parler c'est très juste drôle. après, Non, j'adore la raclette. Pour une Jurassienne, c'est un peu surprenant, non? Ouais, écoute, oui, parce que la je veux dire le Jura et la Saint-Martin, c'est ça que je voulais dire. La Saint-Martin, ça va un moment, tu vois, tu peux pas manger ça tous les dimanches, tandis qu'une raclette tous les dimanches, t'arrives. Mais voilà, j'arrive à un âge où tu dois un peu faire attention au cholestérol. Tu vois. Oui, toi, t'es jeune, mais ça vient vite. Hein. Je sais. Ces conneries. Puis on est quasiment un an après que j'ai publié ce message sur Instagram. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui en tant qu'Aurel? Moi, très bien. Comme je te disais avant, moi, j'ai toujours été Aurel, si tu veux. C'est pas vraiment une nouveauté. Ce qui a changé, c'est que je l'ai dit. ça s'est change. un peu senti au début. Enfin, j'ai un peu coupé tout le début où il y avait un gros moment de silence. Ouais. J'ai vraiment pris une grosse respiration. Ouais, parce que c'est pas très radiophonique, mais en vidéo, ça marche bien, t'es d'accord? Justement, ouais, c'est pour ça que je voulais pas trop j'ai un peu cut le début pour que ça soit un peu plus fluide. C'est pas facile à dire, en fait, hein. Peu importe, moi je vis quand même dans un contexte où j'ai une famille super chouette. Quand je dis ça, c'est vrai, c'est-à-dire que mes parents, mes frères et sœurs, mes amis proches, Christine aussi. Et aussi, Christine évidemment, mon amoureuse, qui a complètement permis même ce coming out. Hein, c'est-à-dire que je pense que moi je suis pas très courageux. Et si tu veux, si je l'ai fait, c'est vraiment que j'avais mis en place tout autour de moi pour que ça soit possible. À ce moment-là, j'ai parlé. Mais avant, si j'avais mis en péril cette relation ou une relation avec mes parents, c'est tellement affreux et je trouve ça tellement fou que des gens puissent lâcher ça et en même temps, beaucoup de personnes trans se trouvent rejetées en fait par leurs proches. Et ça me paraît en même temps fou que ça arrive et en même temps tellement fort qu'on ait quand même la force de lâcher l'info. Des fois, c'est aussi parce qu'on peut plus faire autrement. On peut plus garder cette info en nous, ce qui était aussi un peu mon cas. J'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire en termes d'essayer de le cacher, je me sens, entre guillemets. De cacher la merde au chat, comme je dis. Mais en fait, en vrai, j'ai essayé longtemps, tu vois, parce que pendant longtemps, j'aurais vraiment tout donné pour ne pas être trans, si tu veux. C'est aussi ça, toute cette période-là avant où tu te dis, je crois que j'ai compris qui je suis. Mais j'ai pas du tout envie, hein, pour plein de raisons. Pour aussi des raisons plus féministes, parce que je reste quelqu'un d'extrêmement féministe, et puis qu'en fait, les masculinités telles qu'exprimées en 2025, ça me faisait pas hyper rêver, ça déjà. Puis toi, tu te sentais pas forcément non plus confortable avec ce côté-là aussi Non, en fait, j'ai pas forcément. En fait, c'est bizarre, mais j'avais pas envie d'être un garçon, si tu veux. L'envie, c'est pas une question d'envie, en fait. C'est une question de ce que tu aimes. Et moi, sur le papier, lesbienne, non-binaire, je trouve ça hyper cool, tu vois. Ça m'allait, sur le papier, ça m'allait hyper bien. Sauf qu'en fait, déjà, la non-binarité, elle n'existe pas dans les faits. En Suisse, en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'avais dit il y a longtemps que j'étais non-binaire, si tu veux, mais ça n'a absolument rien changé au fait que les gens me considéraient comme une meuf et puis m'assignaient au genre de meuf, parce que voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il existe dans l'intérieur des gens, mais dans la manière dont la société s'adresse aux personnes non-binaires, c'est à peu près nul, sauf dans les communautés où là, on peut faire l'effort de genrer de manière non-binaire, etc. Mais... Donc, je sais plus ce que je voulais te dire, mais c'était un moment, c'était pas il y a un an, parce qu'en fait, il y a un an, alors c'est sorti au mois de janvier. Ouais, c'est ça, en janvier. Ah, oui. Il y a presque un an que j'ai fait mon coming out, c'est le 31 octobre, c'est Christine qui m'a offert un truc avec la date. Attends, je vais le cadrer un peu plus près avec la caméra là, parce que tu sais, on a les moyens qu'il faut. Ça, on va le faire vraiment... Attends, je vais essayer de faire un autofocus bien propre. Bien propre. Tu vois ou pas 31 octobre 2024, ouais. C'est ça? Ouais, anniversaire de mon coming out, c'est la fois où j'ai... Ça paraît con et il y a des gens qui se foutent de cette médaille, mais pour moi, c'est vraiment une sorte de premier jour du reste, quoi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui... C'était symbolique, on va dire. Ouais, qui s'est lâché. Je savais aussi que le jour où je parlerais à Christine, ça allait devenir vrai, parce que je savais qu'elle était très à l'écoute de ces questions et qu'elle allait pas me dire... Ah, écoute, Aurel, t'es sympa, si tu penses encore la même chose dans 6 mois, on en reparle. Je savais qu'elle allait vraiment, disons, être à l'écoute, être là, et de ce fait, faire que ce questionnement en moi
existent et deviennent vraiment réels en fait. Donc voilà, c'est ce moment-là qui est très très symbolique. Ça a été un moment aussi entre nous hyper fort et où tout à coup j'ai lâché le truc quoi. Et puis je pense que vous l'avez entendu, ta voix a beaucoup mué aussi depuis. Ouais. Oui. C'était alors juste pour vous la petite anecdote, mais ça c'est plus moins personnel, c'est que juste avant l'été, j'avais écouté 52 minutes quand tu faisais les intros. Ouais. T'avais encore la voix de l'Aurélie de l'époque, je le mets entre guillemets. Ouais. Puis après, à la rentrée, j'ai écouté, j'étais en ah ouais, attends, ça a vachement changé quand même. Ouais, je dirais que j'avais la voix de Laurel sans testo, puisque c'est la testo qui fait la testo et la logo, pas deux choses, mais j'avais en janvier la voix d'Aurel sans testo, puisque ça prend du temps un peu à se mettre en place. Et puis là, il y a la voix qui change, qui est d'ailleurs un des trucs que je préfère, moi, c'est l'impression vraiment de trouver une voix, une manière de parler qui est assez différente en fait, et j'adore. Ça me demande un peu de boulot parce que mon métier il est beaucoup lié à la voix et qu'en fait t'as tout à coup un instrument un peu modifié comme ça et tu dois refaire des gammes quoi. Depuis le début. Ouais. Puis, en fait c'est une remarque que tu entends souvent quand ta voix a mué depuis quelques mois. Ouais, évidemment, ouais. Puis ça participe au fait que, par exemple, au téléphone maintenant, on peut me dire souvent monsieur, etc. Ça monsieur participe à une sorte de passing, c'est-à-dire de manière d'être reconnu comme un homme, en tout cas au téléphone. Et puis, tout ça, ça prend du temps. C'est vraiment et c'est une période qui est assez complexe. Hein, le moment entre le début d'une transition, qui peut commencer par un coming out, mais en tout cas un coming in, c'est-à-dire se le dire à soi-même, le début d'une transition, et puis, je sais pas si elle se termine à un moment précis, mais le moment où on est un petit peu plus heureux dans son passing, dans sa manière, tout ça, c'est vraiment en même temps fou, parce qu'il se passe des trucs fous, psychologiquement et dans le corps, mais en même temps, c'est compliqué, parce qu'on aimerait toujours que ça aille plus vite. Et moi, j'ai pas mal de chance parce que j'ai pu faire que ça aille pas trop lentement. J'étais vraiment ultra décidé. J'ai 38 ans. Malheureusement, ça aide d'être plus vieux parce que plus on est jeune, plus... En fait, plus à ce côté d'être impatient, de vouloir finir à tout prix... disons que si tu veux, moi j'ai 38 ans quoi, c'est-à-dire que la moitié de ma vie au moins elle est derrière, hein, donc faut que ça douille quoi. Je vais pas attendre 8 ans à regarder l'heure puis attendre que mon assurance maladie me donne des nouvelles. Donc j'étais un petit peu plus en même temps un peu plus pressé et bizarrement j'ai l'impression que le système de santé en Suisse pense que plus vous êtes vieux, plus vous êtes sûr de vous dans un processus de transition, ce qui à mon avis, tient pas la route du tout, hein, que ce soit clair, mais ce qui m'a personnellement favorisé dans le contexte et puis qui m'a donné accès à des soins un petit peu plus rapidement, je pense. Tout ça est très problématique parce que, en vrai, le fait de faire attendre des gens dans une transition, ça peut vraiment être... c'est pas pour faire peur, mais disons que ça met des gens dans des précarités psychologiques qui sont énormes et ça peut on sait que le taux de suicide chez les personnes trans il est énorme et c'est souvent le fait de pas avoir accès à des soins et de pas être reconnu comme tel, parce que une fois qu'on est reconnu comme tel et qu'on est accepté comme tel, la vie est plutôt rigolote, hein. Je veux dire, pour moi, elle est plus rigolote qu'avant, hein. Okay. Donc voilà, elle est plus légère. On renoue quand même avec quelque chose de très intérieur qui fait que c'est une grande respiration en fait de transitionner. De totalement transitionner. Puis en fait, toute cette période-là a pris combien de temps en tout ? 38 ans. 38 ans. C'est vrai, 38 ans en fait. Moi, je sais que enfant déjà, j'étais un garçon, très clairement. J'ai des photos à l'appui. Non mais c'est drôle, on regardait ça avec ma mère où je lui montrais des photos et parce que ma mère elle avait un petit peu du mal à me genrer au masculin pour le passé. Et puis je lui montrais des photos, puis je dis là tu vois qui en fait. Et là là c'est Aurel, c'est clairement Aurel. Là, j'ai 4 ans, je suis clairement un petit garçon avec les codes du petit garçon de 4 ans dans le Jura quoi. Et puis après ça s'est modifié parce qu'après tout à coup moi je me souviens de vouloir être un garçon, mais de aussi comprendre que c'était pas possible. Et à l'époque, c'était pas possible. Et mes parents pensaient que c'était pas possible. Et donc, j'en veux, si tu veux, à personne. Mais ce que je constate, c'est que très tôt, il y avait Parce que les je crois indices. qu'à l'époque, c'était considéré comme une maladie, je crois, non ?
Oui, alors ça. Une maladie mentale. Ouais, ça a longtemps. Ouais, puis justement. les dysphories, c'est très. Évidemment, et à cette époque-là, même, je crois que l'homosexualité était encore pour de vrai considérée comme une maladie. Oui, c'est pour ça que je voulais dire ça, en fait. Donc là, les dysphories et la transition, enfin, c'est effectivement considéré longtemps comme des problèmes psy. Et puis, il faut juste tout à coup refaire. Moi, quand je refais le match, je vois des indices depuis le début. Mais sur le moment, c'est compliqué parce qu'après, les gens vont dire ouais, mais t'étais quand même très féminine. Enfin, faut pas exagérer non plus. Hein, j'étais pas très féminine. mais disons que oui. Après, on essaie de performer. Des choses du genre dans lequel on nous a mis. Bon, on nous met dans la boîte des filles. Bon, ok. À un moment donné, je vais essayer d'en être une. Hein. J'ai vraiment essayé fort, Johan. J'ai essayé hyper fort. Ok. Pour moi, c'est Et puis tu te sentais pas inconfortable en fait. Tu te sentais pas confortable quand tu essayais. Mais si tu veux, parfois confortable, parfois, et d'ailleurs je me réjouis d'avoir fini une transition pour réadopter et refaire la paix quelque part avec des codes de féminité, parce que moi j'adore être là où enfin je continue d'être non-binaire si tu veux, hein, donc là où j'ai envie d'être avec le maquillage que j'ai envie de porter et les habits que j'ai envie de porter. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le monde est divisé en 2 cases pour l'instant. Voilà. C'est soit t'es un homme, soit t'es un femme. Soit t'es un homme ou femme. T'as dit soit t'es un femme. Soit t'es une femme, voilà. Soit t'es une femme, soit t'es un homme. Voilà, c'est et c'est dans ces 2 cases-là. Alors si vous voulez faire moi, le monde il est pas comme ça pour moi. Mais si vous voulez faire ce monde-là, alors moi je vais être dans la case des hommes en fait. C'est ça pour moi ma transition. Et en espérant qu'un jour ces cases ne soient plus là en fait. Puis j'avais entendu qu'il y avait une séance de psy qui est obligatoire quand tu veux commencer à faire ta transition. C'est juste? Bien sûr, beaucoup plus qu'une séance de psy. Ouais, des séances de psy. En fait, non. Il y a une chose pour laquelle les séances de psy sont pas obligatoires, c'est la transition administrative. C'est-à-dire que c'est très récent, depuis 2-3 ans, c'est basé sur l'autodétermination, donc c'est devenu simplifié. Voilà, il faut aller à l'état civil, il faut prendre rendez-vous, et puis il y a quelqu'un qui va quand même être là un quart d'heure avec vous demander si en gros vous avez bien réfléchi pour. Mais si vous êtes déterminé et que vous voulez changer de genre et de prénom, c'est assez c'est facilité, mais c'est facilité. Ouais. Et puis par contre, tout le reste, effectivement, tout ce qui est d'ordre médical, là, il faut beaucoup plus qu'une séance. Parce qu'il faut des attestations, souvent de même plusieurs personnes, un psychiatre, psychologue, un médecin généraliste, qui vont créer un espèce de dossier qui fait d'abord que vous allez pouvoir, par exemple, avoir accès à un rendez-vous chez un endocrino, qui va décider, lui, s'il est d'accord de vous suivre ou pas, de vous donner des hormones ou pas, etc. Et puis pour ce qui est... c'est les 2 choses qui sont prises en charge dans la transition des hommes trans, hein, c'est l'endocrinologie, donc finalement le droit d'avoir de la testostérone, et puis la torsoplastie, c'est-à-dire la création d'un torse voilà. Moi, ça, c'est pas encore fait, c'est bientôt fait, mais ça a été long aussi comme processus pour avoir accès à ça. Et ça, c'est les 2 choses qui sont remboursées, mais sous milliards de conditions, évidemment. L'angoisse du système étant toujours que des gens regrettent, en fait. Et ça, c'est ce d'où pourquoi il y a aussi des séances de psy, de psychiatres, enfin, tu vois, des psychologues, des psychiatres, et puis des médecins généralistes pour... Exactement. Pour sceller vraiment le truc à 250%. Une personne trans, elle a besoin d'être reconnue par ses proches. Je la fais simple et j'oublie peut-être des trucs, mais d'être reconnue par ses proches, d'être prise en charge par un système de santé qui va entendre ses besoins et qui va la suivre dans ses besoins. Voilà. Et puis d'avoir accès à des soins qui sont abordables, c'est-à-dire souvent pris en charge par une assurance. On est en Suisse, etc. Moyennant une franchise à 1500 balles. Donc, de toute façon, il y a un engagement évidemment financier, etc. Mais ça c'est les besoins d'une personne trans. Et puis, elle a besoin de pouvoir vivre librement aussi dans une société qui reconnaît les personnes trans et qui ne l'attend pas à la gare pour lui casser la gueule. Ça, c'est les choses dont a besoin une personne trans. Je veux dire, si on réunit ça, on empêche pas mal de pétage de plomb chez les personnes trans. Enfin, juste pas que ce soit un coup de tête et puis qu'en fait, c'est un peu... mais ça me fait méga rire l'argument du coup de tête aussi, parce que justement, mais ça me fait méga rire parce que n'importe qui a fait un coming out queer, tu vois, pas forcément un coming out trans, mais un coming out queer, tu vois, oui,
Oui, peut-être qu'un jour on peut réorienter sa sexualité autrement, réorienter ses amours romantiques autrement. Mais je veux dire, ça c'est pas parce que tout à coup tu réorientes que tout ce qui avant était un coup de tête. Et il faut quand même être assez optimiste pour se dire que c'est des coups de tête. Moi, à ceux et celles qui me disent ça ou qui me donnent cet argument, je dis, mais va dans la rédaction de Mise au Point, à la RTS, ou au souper de Noël de 52 minutes, il y a 15 personnes autour de toi, et tu dis... pour rigoler, voilà, pour voir ce que c'est, pour tester que tu es un homme. Vas-y, fais-le. Ou que tu es une femme. Vas-y, fais-le, en fait, juste pour rigoler. Est-ce que tu penses pas que si tu en arrives là, il y a eu quelques nuits blanches, moi en l'occurrence des années de nuits blanches et d'anxiété où tu laisses mûrir le truc, le coup de tête, franchement... Non. J'y crois peu. J'y crois pas. J'ai un message vocal à te faire écouter. Ah, cool. Puis on va en parler juste après. Salut Aurel, c'est Christine. Bon, je pense que t'as reconnu ma voix. On te pose beaucoup de questions sur la transidentité, mais j'ai l'impression qu'on te pose pas toujours les bonnes questions. Qu'elles sont parfois trop intimes, qu'elles sont trop intrusives, qu'elles partent parfois d'une curiosité mal placée, ou alors d'une bienveillance mais hyper maladroite. Alors si vraiment il fallait parler de ta transition, quelle question t'aimerais qu'on te pose ? La question qui te manque, la question qui te ferait du bien. Voilà, je t'embrasse fort et à toutes. Et si tu peux penser à m'acheter du thé froid en rentrant, ce serait formidable. Bisous. J'adore sa voix, elle est trop cool. C'est Kissing Gonzalez. Ouais. Voilà. C'est vraiment la personne que je préfère sur la terre, donc c'est cool de l'avoir un petit bout dans cette émission avec moi. Bien sûr. Et je lui ai demandé, j'ai envoyé un message sur Instagram, puis elle m'a répondu direct, oui, on fait un truc. Ah ouais, elle est chou. C'est vendu, elle m'a dit oui tout de suite. Ouais, elle est très chou. Mais tu sais... grâce à elle, alors sans trop badigeonner parce qu'elle est pas là, puis jouer des violons, mais grâce à elle, moi je me sens vraiment... si tu veux, il n'y a pas de questions qu'on me pose pas parce qu'elle me les pose en fait. Donc j'ai vraiment une espèce de lien très précis sur ces questions avec elle et on traverse ça aussi vraiment ensemble parce que l'air de rien, elle aussi fait des coming out. Il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé si elle allait être hétérosexuelle, est-ce que ça lui faisait... C'est partie des questions que je voulais te poser. Ouais, pour le coup. non, ouais, tu vois, t'es là. En fait, elle répond ça, Christine, elle dit, mais en fait, une personne trans et une lesbienne qui sortent ensemble, il y a plus d'hétéros comme schéma, en fait. C'est-à-dire que nous, évidemment que aux yeux de peut-être du mec qui va nous recevoir dans 5 ans dans un bistrot et nous servir un verre de vin, peut-être on sera un couple hétéro à ses yeux. Finalement dans un monde binaire on passera peut-être pour un couple hétéro mais la réalité c'est qu'on a une culture queer, enfin voilà, moi j'ai une culture lesbienne, hein, clairement j'ai fait toutes mes armes queer dans le milieu lesbien, spécialement le milieu lesbien lausannois, et c'est ce milieu là qui m'a appris à être queer, et donc en fait si tu veux, je reste queer et par là même notre couple est un couple queer, mais avec peut-être une apparence dans un monde binaire de couple hétéro. Ok, bon, on fait avec. Puis plutôt team thé froid pêche ou citron ? Ah, moi, clairement citron, mais c'est parce que Christine en boit des litres et que de temps en temps, je lui envole une gorgée. Mais en vrai, j'aime pas le thé froid, franchement. Moi, je suis team maté. Toi, t'es team maté ? J'en ai amené, j'allais chercher après. Parce que justement, comme ça, on fait des trucs jusqu'au bout. J'adore. On a un peu de budget dans l'émission. Est-ce que t'es sponsorisé par... Non, même pas. Trop bien. Attends, je vais vers ce verre d'eau. Comme ça, Christine aura son service de thé froid. Mais c'est cool, comme ça, je suis de passer au supermarché en rentrant. Parce que en fait, je pense qu'elle va savoir que ça vient de moi, parce que vu qu'elle avait posé la question dans son message, elle va savoir que ça vient de là. Ah, je peux répondre à sa question quand même. Oui, attends. Parce que justement, elle voulait te poser la question, c'est quelle question t'aimerais qu'on te pose sur ta transition, mais tu sais que ça soit pas trop intrusif dans ta vie privée. Ben moi, j'aime bien. Mais c'est pas une question qu'on me pose pas, puisqu'on me l'a posée hier, mais je devais faire un plateau dans Mise au Point, c'est-à-dire on accompagne le sujet, puis on est sur le plateau avec, en l'occurrence, Cathy Sommer, l'animatrice, la journaliste présentatrice. Et à ce moment-là, elle me dit, quand on prépare ça, elle me dit, est-ce que c'est un moment où t'es OK de faire ça ? Et ça, je trouvais vachement cool comme question. C'est-à-dire que moi, je suis dans un moment où c'est le bordel, quoi. J'ai la voix qui mue. C'est le bordel, en fait, de manière hormonalement parlant. Enfin, je suis un espèce de chantier, comme ça. Je me sens un peu comme un chantier.
Et puis je trouvais très cool qu'elle me dise en ce moment, est-ce que t'es ok avec ça? J'étais là, ah ouais, c'est génial en fait, parce que je peux. Du coup, elle prend conscience que je suis dans un moment de changement, et puis elle me donne un petit peu l'opportunité de dire, en fait, c'est trop compliqué pour moi maintenant. Parce qu'en fait, c'est aussi compliqué de se voir, Puis aussi, ce côté d'être exposé, parce que mine de rien, Mise au point, c'est quand même l'une des émissions les plus regardées en Suisse romande, le dimanche soir sur RTS1. Puis je pense que t'as aussi ce côté-là où t'as pas trop envie d'être exposé non plus. Tu vois, je faisais des plateaux quand j'étais à Ciné Meuf, je faisais des plateaux sur. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un aussi sur Mise au point pour donner un truc très comparable. Sur les soins palliatifs, pour le coup. Ouais, exactement, sur un sujet sur les soins palliatifs. J'ai pas eu beaucoup On a eu des réactions à Mise au point, mais moi personnellement, j'ai pas eu beaucoup de réactions. Hier, j'ai eu 200 notifs Instagram en genre 5 minutes. Okay. Parce que c'est. En fait, mais je comprends tellement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens ils voient ça et ils se disent, ah tiens, je vais aller voir. Qui sait, il me semble qu'avant il était comme ça, enfin, et du coup j'ai l'impression que les gens vont un peu se renseigner en mode check, et c'est ok, hein, moi il y a personne qui était méchant hier, donc mais ça attire un peu l'œil, je pense, effectivement. Puis surtout l'oreille, je pense, un peu l'oreille, d'entendre ta voix qui a un peu changé. Puis justement, je pense que c'est bien un peu de sonder la deuxième question qu'elle te pose, c'est est-ce qu'il y a une question rassurante à celles et ceux qui font leur transition ou pas? En fait, ce que je trouve cool comme question basique, mais c'est comment tu vis ça? Comment ça se passe en ce moment pour toi, en fait? En gros, c'est un comment ça va, mais ciblé sur la transition. Je trouve ça super parce que moi, et puis souvent on me dit, est-ce que tu as envie d'en parler? Je sais pas si tu as envie d'en parler ou si tu en parles tout le temps. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu vis ça. Et je trouve ça très cool, parce que des fois, mais il y a plein de questions bienveillantes qui peuvent être reloues. On me dit beaucoup, ah, c'est quand l'opération? Parce que moi, j'ai focalisé à fond là-dessus. Et du coup, mes proches, ils sont là, je comprends tellement, ils s'en portent avec moi en mode quand c'est l'opération. Mais en vrai... Mais en fait, c'est tellement perso comme question quand tu y repenses. Voilà. Après, il y a des questions qu'on pose pas. Et ça, vraiment, tout ce qui est des questions d'ordre sur la génitalité, tu vois, ça, c'est vraiment des questions. Les fois où ça m'est arrivé, ça me fout dans un état vraiment très, très spécial quand on est dans un contexte de discussion comme ça, tu vois. En fait, finalement. Je t'en ai pas posé. Donc c'est cool, non? T'as tout fait juste. Non, mais c'est ouf aussi. Parce que tu vois. Ça te ramène à ça, et c'est pour ça quand tu disais la transsexualité ou les transsexuels, ça te ramène à cette génitalité qui veut que il faudrait avoir un pénis pour être un homme ou un vagin pour être une femme, ce qui est vraiment loin de la réalité en vrai. Vous croisez tous les jours des hommes qui ont des vagins et des femmes qui ont des pénis, vous les croisez, ils sont là, ils vivent dans nos sociétés en fait. Nous sommes partout. Non mais c'est vrai. Et puis quand Christine m'avait envoyé son message vocal, il y avait une autre question qui est nettement plus large, qui me semble aussi importante de poser. C'est bien, on t'entend boire du thé froid. Quelle question tu aimerais qu'on te pose en interview mais qu'on ne te pose jamais? Mais vraiment, c'est vraiment global, tu vois. Sur tout j'adore quand je peux faire genre 10 minutes sur pourquoi t'aimes nager et tout. En fait, puis genre à chaque fois quand je parle de mon plaisir à nager, à être dans le lac, à regarder le fond de la Clément et tout, en fait, j'ai l'impression qu'on s'ennuie, tu vois. Je comprends, en fait. Mais moi, ma passion, elle est vraiment très, très ancrée. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse s'intéresser à ça. Ça n'arrive jamais. Et je te déconseille cette question parce que la réponse sera chiante. Mais ça, c'est une des questions auxquelles j'aime bien répondre. Puis sinon, il y a une autre question que j'aime bien, c'est quand on me parle du Québec, parce que ça me replonge dans mes années... folle de 18 à 21 ans où j'ai vécu là-bas. Où tu avais fait du théâtre aussi? Ouais, j'ai fait un bachelor en théâtre. Et là aussi, je trouve que franchement, c'est cool comme question et personne ne la pose jamais. Non, mais en même temps, tu sais, je réponds pas à des interviews toutes les 2 semaines, donc ça, c'est. Mais voilà, si une fois tu refais un truc, on refait un truc ensemble, j'aimerais que tu me parles du Québec. On va réfléchir. On va réfléchir. Quoi, t'arrives pas à rebondir là, à faire vite une question? Sûr, oui. Allez. Justement, là, c'est ancré dans mon cerveau, c'est bien. Puis justement, il y a une remarque, puis je pense qu'on te l'a posée déjà 1 milliard de fois, mais il faut que je te la pose par principe. Mais est-ce que justement, il t'a aussi beaucoup reçu des remarques en mode, mais t'es en couple avec Christine?
Du coup, tu es hétéro, du coup, il y a ça qui se passe. Mais pourquoi, en fait, si tu es lesbienne avant, tu es encore en couple avec Christine qui est aussi lesbienne? Ah, c'est fou, hein, quand même. Oui, puis justement, Christine, c'est ce que j'avais envoyé par message en mode, mais il t'avait fait tout un post là-dessus. Ouais, c'est Christine qui a fait d'abord un post là-dessus. Mais en fait, en vrai, si tu veux, il y a beaucoup de questions qui sont... Enfin, si tu veux, quand moi je me suis outé, les gens étaient globalement contents pour moi parce qu'on sentait un soulagement, parce qu'on sentait tu vois. Mais assez vite, ils se sont fait du souci, nos proches, pour Christine. Et ça racontait quelque chose du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que ça racontait pas le fait que nos proches sont inadéquats, mais ça disait, ok, on vit dans un monde où si tu es lesbienne, tu peux pas être avec un homme trans la semaine d'après, puisque qui es-tu? Il faut que tu te respectes, t'es lesbienne. Parce que c'est pas compatible. Ouais, c'est pas compatible. Ouais. Et puis en fait, Christine, elle a dit plusieurs choses sans la paraphraser, mais elle a notamment dit, par exemple, mes parents s'inquiétaient de ça. Mes parents s'inquiétaient de savoir si Christine allait rester avec moi, en fait. Parce qu'ils savent à quel point je suis attachée. Donc, si, en fait, mes parents étaient inquiets, et si le fait que je transitionne indiquait une rupture possible, ils étaient là, on va pas récupérer Aurel, quoi, de ce truc. Donc voilà. Donc c'était une question bienveillante. Ils étaient inquiets. Ouais. Et Christine leur a dit à un moment donné, mais en fait, ça fait longtemps que moi je sors avec un garçon, en fait. Et tout à coup, ça percute aussi. Et c'est vrai que ça faisait longtemps aussi que par moment, Christine me genrait au masculin quand on était les deux. Enfin, tout ça n'est pas venu comme ça d'un coup. Enfin, Christine n'était pas la plus surprise de mon entourage, quoi. Donc, en fait, j'ai l'impression que toutes ces questions de lesbiennes, d'hétéros, de cases, en tout cas, de préférences romantiques, vraiment, mais ça nous passe au-dessus. Voilà. Okay. Après, j'entends que parfois, ça peut inquiéter, que ça peut poser problème. Pour nous, il n'y a pas tellement d'inquiétude à ce sujet. Ce qu'on sait, les deux, c'est qu'on n'a jamais été aussi proches que depuis la transition, parce que ça donne accès aussi à des... Tu vois, imagine quand même les conversations qu'on peut avoir et tout ça. Donc, évidemment, on est aussi suivi par une thérapeute là-dedans qui nous aide, non pas à... Donc, vous n'êtes pas non plus totalement seul, c'est ça que tu veux aussi dire, justement. Non, mais on s'aide, hein. On s'aide, on a des endroits où on peut déposer des trucs, où on peut... Enfin, le but, c'est pas de se dire que ça va être tout simple. En fait, entre nous, c'est tout simple. Mais il y a le monde autour. Et le monde autour... Et puis c'est là où, en fait, j'essaie de comprendre aussi les dessous du message de Christine, parce qu'en fait, ça regarde pas vraiment beaucoup de monde, mis à part vous deux. Quand tu... Mais oui, mais en même temps, on sait moi, je suis persuadé que l'amour, c'est aussi politique. Avec qui tu relationnes, c'est politique, tu vois. Donc, ça regarde personne, mais en même temps, tout le monde a une idée sur ce qu'on fait. Donc, en même temps, s'ils ont une idée sur ce qu'on fait, ou elles ont une idée sur ce qu'on fait, ça veut dire que c'est un truc qui... En tout cas, on s'inscrit dans une société, on est un couple, dans un immeuble, dans une ville, avec des liens avec une entreprise. Et tout ça, forcément, on doit avoir affaire aux autres, quoi. C'est impossible autrement. Donc, on gère ça aussi, les autres. Vous gérez ça aussi en même temps. On va passer à ce que j'appelle la revanche des invités, où en gros, je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est de répondre un maximum. Est-ce que tu es prêt? Mais pourquoi la revanche des invités? En fait, c'est de nouveau toi qui me maltraite. Non, parce que justement, on va voir si tu as à abattre le record de tout le monde qui est de 23 questions, pour le coup, sur 30. Ok. C'est parti avec la musique. C'est parti avec la vraie musique. Et puis avec la première question, c'est si tu pouvais manger avec une personnalité célèbre, qu'elle soit morte ou vivante, ce serait laquelle? Jacques Chirac. Quel est ton style musical préféré? Mon style musical préféré. Chanson française. Ta saison préférée entre l'hiver, le printemps, l'été puis l'automne? L'été. Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Mon souvenir d'enfance préféré. Quand j'étais un garçon déjà. Si tu pouvais être un fruit ou un légume, ce serait lequel? Un fruit ou un légume. Banane, c'est ce que je préfère. Quelle serait ta réaction si un animal vient te parler en langage humain? Ça arrive déjà, mon chien me parle. Je te raconterai après. Et ce serait quel animal? Tu me dirais ton chien? Ouais. Mon chien. Et puis vous aurez échangé quoi comme discussion pour le coup? Tout, on parle de tout. On parle de tout. Si tu pouvais échanger avec ta vie avec quelqu'un d'autre pour une journée, tu choisirais qui? Donald Trump. Quelle est la meilleure expérience que tu aies vécue dans ta vie en général, hein? Beaucoup de super expériences. Je pense que justement mes études, mon voyage au Québec à 18 ans qui a duré 3 ans, je pense que c'était une des meilleures. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le même rôle que ce que tu fais? Sois têtu.
Quel est ton talent caché? Mon talent caché, je fais du pain avec des bulles. Si tu pouvais changer une chose dans ton parcours professionnel, tu changerais quoi pour le coup? Rien. Rien? Désolé. Quel est ton plus gros défaut? Je suis têtu. Puis est-ce que tu as eu un événement dans ta vie qui t'a marqué? Plein. Est-ce que tu en aurais un? Oui, il y a un événement assez fondateur. Il y a un petit avion qui est tombé dans le jardin de mes voisins quand j'avais 7 ans. Wow. Et c'est glauque, hein, désolé, mais c'est un événement assez fondateur de pas mal de choses, de peur de l'avion, d'anxiété, de peur de pas mal de trucs. Puis après, passer par-dessus. Tu es le président de la Confédération Suisse et tu rêves de changer une loi, tu changerais laquelle en premier? Oula, j'aurais le tout. gros fantasme, pour le coup, tu vois. Ouais, gros fantasme, je pense que je réfléchirais à peut-être reconnaître un État qui n'est pas reconnu pour l'instant par la Suisse. Enfin, je sais pas si d'ici la sortie de ton podcast... On verra. Ouais. En tout cas, évidemment, je suis journaliste, je peux pas dire que je le ferai, mais j'y réfléchirai. Et puis sinon, je pense que je prendrais quand même des mesures en termes d'écologie. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle ville du monde, hormis celle que tu habites actuellement, tu choisirais laquelle? Paris, Marseille, Madrid, Rome. Ouais. Et puis quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire comme maintenant tu as un certain âge puis tu peux plus le faire? Quand j'étais enfant, tu veux dire en fait, je passais mon temps à faire du vélo quand j'étais petit. Et c'est compliqué le vélo, hein, je trouve que ça me fatigue trop. Donc j'ai mis un moteur électrique. Bon, c'est bien, t'as répondu à cette question. Ah, peut-être, c'est quoi le score? 23? 23, ouais. Ouais, mais bon, les gens, ils te répondent n'importe quoi. Et à part ça, quand tu dis revanche, je croyais que j'allais pouvoir me venger sur toi. Tu vois, c'est ça que je comprenais pas. Non, c'est juste une manche 2, en fait. Ouais, c'est une manche 2, mais tu vois, tu l'as gagné, la manche 2. Ouais, c'est bien. Et puis, il y a une question que j'adore poser, puis qui était dans la liste, et puis que j'ai pas pu te la poser. Est-ce qu'il y a une chanson que tu écoutes, mais que tu n'avouerais pas aux autres d'écouter? Même pas avec Christine? C'est vraiment possible. Il y a une chanson que quand elle me surprend en train de l'écouter, elle est là. Oh, mais de nouveau ce truc. C'est la chanson que je voudrais à mon enterrement, puis je l'écoute assez régulièrement, hyper fort. Voilà. Ce serait laquelle? Tu peux pas le dire? Bon, je peux le dire. C'est Françoise Hardy. Ah. Mais une chanson en particulier ouais. Ou Mais je vous laisse deviner. Il y a une chanson qu'elle a écrite quelques mois avant de mourir. Une chanson pour son fils. Le temps que tu cherches. Attends, je vais même te mettre un extrait. Franchement. Ça s'appelle Tant de belles choses. Ah, attends. C'est vraiment gore. Hein. Donc imagine mon enterrement avec ça. Hein. C'est ça que je propose à Christine. C'est pour ça qu'elle pète les plombs. Ça peut être un peu, c'est un peu spécial quand même. Hein. Alors en fait aussi, tu pourras la trouver, elle est vraiment super. Alors écoute-la en entier, elle est vraiment super. Mais il faut aussi raconter un truc, si je suis tout à fait honnête, cette chanson elle est aussi très liée à ma transition. Parce qu'en fait la transition pour moi elle est sortie à un moment où j'allais pas très bien, ce qui est souvent le cas, et où je passais beaucoup de temps à imaginer genre mon enterrement. et ça a été aussi un déclencheur, le fait d'imaginer sans cesse la fin de ma vie. Je disais mais attends... vie quoi en fait. Je crois que c'est une des choses qui m'a poussé à me lancer dans ce truc et voilà. Donc c'est une chanson que j'écoute plus du tout la même chose maintenant qu'il y a une année où là c'était vraiment un peu gore, ouais, j'avoue. Et puis on va faire un flashback sur toi. Ça ressemble à quoi en Aurel quand il avait 4-5 ans? Niveau trait de caractère, personnalité coupe-bol, toujours dehors, construire des cabanes à 2 étages. À 2 étages. Faire du vélo, assez actif. On disait de moi que j'étais assez solaire. Je crois que j'étais assez de bonne humeur. Ok. Déjà très anxieux quand même. Très anxieux.
Donc, de bonne humeur, rigolard, mais peur la nuit que ses parents meurent. Ouais, je suis glauque en fait, au secours. Ouais, non, mais assez multiple comme ça. Genre, mais très actif, je dirais. Et avec, pas hyper actif, mais très actif. Non, pas hyper. Non, pas tout hyper bien. actif. Non, mais je crois pas que je crois pas hyper, mais très. tu vois la nuance? Non. Justement, parce qu'il y a une petite nuance entre les deux, mais je sais pas à quel point. Non, je pense que une idée n'attendait pas l'autre, mais pour moi, l'hyperactivité, c'est autre chose. C'est un inconfort dans le. Je crois que j'étais pas hyperactif, mais très actif. Je suis resté comme ça, ouais. Et puis, on avait tous ce métier qu'on voulait faire, tu sais, quand on était tout petit. Puis toi, c'était lequel? Horticulteur. Ah, waouh. Ouais. J'avais un grand-père qui avait fait une formation d'horticulteur et je voulais j'avais promis que je faisais la même chose que lui. Alors, sorry. J'ai fait autre chose. Mais oui, c'était un de mes premiers métiers et c'était mon premier exposé. Tu sais, les exposés là, j'avais 9 ans et j'ai fait un exposé sur le métier de paysagiste. C'était vraiment génial. Le paysagiste taille des haies et non, je sais pas, j'ai jamais retrouvé le texte de cet exposé, ça devait être mythique. Et puis comment est-ce que tu décrirais ta carrière si on prend de ce que tu as fait tes débuts à maintenant? Ma carrière, en fait j'ai fait des trucs qui me plaisaient avec les contraintes de la vie réelle, je dirais. C'est-à-dire en fait t'es journaliste, il faut en même temps bosser pour payer ton loyer à Lausanne ou à Delémont, parce que j'ai bossé longtemps à Delémont, et puis en même temps essayer de faire les trucs les plus cool j'ai toujours essayé de faire les trucs les plus cool dans le précaré que j'avais, si tu veux. Donc c'est comme ça que je décrirais ma carrière. Maintenant depuis 3 ans je suis indépendant, c'est-à-dire que je suis en dehors, je travaille beaucoup à la RTS, mais je fais aussi des projets qui n'ont pas à voir avec la RTS. Ça, je crois que j'adore, être un petit peu en dehors et pouvoir choisir un peu ce que je fais. Mais j'adore aussi le service public et je suis très lié à lui. Et puis je me demandais à quel point c'était compliqué de passer de journaliste / animateur dans un podcast où tu te dévoiles beaucoup, à un reportage comme par exemple Mise au point, comme on en a parlé un peu avant, où tu vas rester très factuel, très neutre, puis à apporter des faits. Est-ce que c'est compliqué des fois de jongler entre les deux? Non, pour moi effectivement c'est pas la même chose. Moi j'aime beaucoup aussi le métier de journaliste qui a de la distance avec ce qu'il raconte aussi. C'est ce que je fais plutôt à Mise au point. J'ai souvent, pas tout le temps, mais souvent un peu plus de distance avec ce que je raconte. Parfois je fais des trucs un peu plus incarnés, mais j'aime bien. Et puis ouais, pour moi c'est juste des facettes différentes de ce que je fais, mais j'ai l'impression que tout ça est très lié et finalement c'est quand même le même métier. C'est le même métier, mais sauf qu'en fait je pense que tu as ce côté-là où tu vas rester un peu plus neutre quand même dans ce que tu dis. Par exemple quand tu parles avec Christine dans un podcast où tu peux un peu plus te positionner dans un sujet. Ouais, je pense qu'on a toujours un peu ces deux aspects-là, je pense. Je pense qu'on a toujours un point de départ duquel on parle. Oui. Et que c'est assez faux de penser que la neutralité, l'objectivité absolue, ça existe. Il y a cette phrase qui dit que la neutralité, enfin l'objectivité, c'est la subjectivité des puissants. C'est-à-dire que c'est pas tellement. Enfin, moi, j'essaie pas d'être neutre, je crois, jamais, mais j'essaie de faire selon mon point de vue, comment est-ce que je raconte les choses, etc. Puis des fois, c'est plus visible que d'autres, en fait, selon les besoins des. Voilà. Et puis justement, est-ce qu'en se plongeant un peu dans les sujets que tu fais, est-ce que tu ressens quelque chose peut-être qui t'avait marqué? Le sujet dont tu parlais aux soins palliatifs, c'est un sujet qui m'a marqué. Un des sujets que j'ai fait pour Mise au point, où j'ai suivi des gens. Voilà, le point de départ, c'était de dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont aux soins palliatifs et qui rentrent à la maison. C'est pas un lieu où on meurt forcément. Il y a plus de 50% des gens qui rentrent. Et les soins palliatifs, et ici aussi de dédramatiser le fait d'entrer aux soins palliatifs, parce que souvent ça peut être vraiment utile bien avant la fin de vie, mais dans des moments autour de traitement, etc. J'ai l'oreille qui tombe, etc. T'inquiète pas. Bonjour. Tu m'entends? Ouais. et j'ai pu passer une semaine là-bas et puis suivre des gens qui sont partis, qui sont restés. Ouais, je trouvais que j'étais vraiment très privilégié. J'ai fait ça en JRI, c'est-à-dire avec ma caméra sur le dos et puis seul journaliste dans leur chambre. reporter image pour ceux qui connaissent pas le c'est-à-dire qu'on est seul en tournage, oui. ce qui est très adapté à ce genre de cas parce qu'on est dans des chambres Enfin, je vois mal que t'as un caméraman, un preneur de son, ouais, une c'est journaliste compliqué, dans une chambre, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai fait seul et j'ai gardé un lien précieux avec aussi les équipes qui sont vraiment super là, à la Villa Saint-François à Fribourg. Et ouais, ça, c'est le genre de sujet qui change. Ça m'a changé l'image que j'avais moi-même des soins palliatifs. Ce que tu disais après quand t'étais de retour sur le plateau. Ouais. Pour le coup. Ouais, ça m'a changé ça, vraiment.
au fond de moi, et puis ça a dédramatisé quelque chose, et je trouve ça très rassurant d'aller voir. Enfin, moi, c'est un peu un trait de ma personnalité. J'ai toujours besoin de savoir comment ça pourrait être le pire, tu vois, pour après accepter tout ce qui pourrait se produire. On pourrait dire, ok, ça c'est vraiment l'extrême, et puis en fait, ça a des choses un peu moins gore, on va dire ça. J'aime toujours, si j'ai un problème de santé, j'aime toujours savoir, ok, je pourrais avoir quoi de pire. Ok, bon, je deal avec ça. Enfin, vraiment, c'est une manière, je sais pas si c'est très sain d'ailleurs de structurer sa pensée comme ça, mais c'est la mienne. Et voilà. Ouais. Et puis là, d'avoir accès aux soins palliatifs, ça a calmé quelque chose aussi à l'intérieur. Et je trouve que ce métier, il est vraiment fou pour ça, parce que tu vois, dans quel autre métier tu passes une semaine aux soins palliatifs, le lendemain avec des bitcoiners, enfin tu vois, c'est genre assez fou quand même de voir la pluralité des gens qu'on rencontre. Et ouais. Puis aussi, je pense que aussi le temps que tu dois tout tourner, ça va prendre aussi un long moment, non? De tout tourner, de choisir les images que tu veux garder. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu crées, on a 4, ça dépend en fait à peu près, je crois que j'ai passé 4 jours et demi, je crois, aux soins palliatifs. Et puis après, tu as récolté plein de choses, et puis tu essaies de raconter une histoire, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu as vu? Voilà, il y a des fois des choses que tu as vues mais que tu n'as pas dans la boîte, des fois des choses que tu as dans la boîte mais que tu ne peux pas utiliser parce que la personne s'est rétractée, enfin tout ça, c'est géré, c'est beaucoup d'humain, de convaincre des gens ou d'établir des liens avec des gens. Pourquoi est-ce que les gens seraient d'accord de figurer dans un reportage de Mise au Point, tu vois, a priori? À part si ils ont établi un lien avec toi, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils acceptent. Non, il n'y a pas, sauf si tu as vraiment construit une relation de confiance avec la journaliste, c'est un peu plus différent. Ouais. Puis comment est-ce que le théâtre t'aide dans ce que tu fais au quotidien? Le théâtre, ça m'a aidé très tôt à parler, à prendre une parole en public. Ça m'a aidé déjà très tôt. Ça m'a aussi aidé dans l'idée dans tout ce qui consiste à raconter des histoires. Nous, souvent, on raconte des histoires dans les podcasts où on essaie de créer une dramaturgie. Puis en fait, moi, mon papier, c'est théâtre et dramaturgie. Donc, comment est-ce qu'avec des éléments, on raconte quelque chose qui est intéressant, qui tient les gens réveillés? Tout ça, je l'ai plus appris au théâtre que dans ma formation de journaliste, en vrai. Donc j'aime bien réfléchir à ça. C'est pas dire que je le fais vraiment toujours bien. Des fois, je me foire complet, mais j'aime bien réfléchir à... Pour moi, il y a le fond de ce qu'on raconte et il y a aussi la forme. Et c'est assez faux de penser que l'un n'a pas à voir avec l'autre. Et puis, grosse théorie. On arrive gentiment au terme de cet épisode déjà. Mais si, déjà, je te rassure, je te jure que oui. Mais j'aime bien terminer l'épisode par poser cette question. Qu'est-ce que tu vas dire à Laurel il y a 10-15 ans en arrière, à celui qui est en face de moi aujourd'hui? Je lui dirais... Attends, je dois parler auquel? Au vieux? Ou je dois parler... Attends. Le vieux qui parle au nouveau. Ah, le vieux qui parle au nouveau. Ah ouais, j'aurais parlé au... Attends, le vieux qui parle au nouveau... Donc Laurel, il y a 10-15 ans en arrière, celui qui est en face de moi, en fait. Il me dirait, genre... T'as bien fait. T'as bien fait, vraiment. C'était plus supportable, t'as bien fait. Référence à, évidemment, la transition. Je pense qu'il me dirait ça. Il te dirait ça. Ouais. Puis ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le même rôle que ce que tu fais toi? Je t'ai déjà posé une question, mais je pense que si tu veux peut-être un peu plus le développer. Je dirais sois têtu, je crois que c'est ce que je t'ai répondu. Oui. Un peu à la va-vite, je l'avais dit. Je sais pas si tu veux peut-être un peu plus approfondir. Ouais, je veux plus approfondir. Je lui dirais, ça va être un métier incertain. Ça va être un métier où tu vas devoir gérer aussi des anxiétés. C'est des métiers où on a souvent l'impression de pas très bien faire, je trouve. En tout cas moi, où il faut comment dire, il faut beaucoup travailler sa confiance, sa légitimité parfois. C'est pas des milieux tout simples, mais c'est vraiment un super métier. Je sais pas d'ailleurs du quel métier. On parle de mon quel métier? De toi, journaliste. Okay. Ah ouais, ok. Journaliste / animateur. Ouais, c'est super en fait. C'est un métier super où tu peux raconter plein de choses, tu peux connaître toi-même plein de choses. Et c'est un métier qui a une importance puisque c'est aussi toi qui vas prendre un sujet qui te paraît important pour le diffuser. Je trouve que c'est assez important. Donc ta parole elle est importante et fais pas n'importe quoi. Merci beaucoup Aurel d'être venu dans Rencontre avec. Merci Johan. Puis quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à très vite.